Alors, c'est un exposé que j'ai encore plus fait et refait que je fais d'habitude, parce que la question de l'expérience, elle est un petit peu compliquée. Et je crois que ce que j'ai écrit à plusieurs reprises, c'est cette idée que l'expérience, c'est un drôle de concept, mais que c'est un concept extrêmement actif dans les milieux dans lesquels nous agissons, les milieux dans lesquels nous nous trouvons, où nous intervenons, etc. Et que nous avons à nous débrouiller avec les phénomènes, entre guillemets, et les discours de l'expérience qui parcourent les milieux professionnels, les milieux de la formation, de l'éducation, les milieux de la psychologie, les milieux de l'éducation, en termes de sciences de l'éducation, et que nous aurions un long travail et un grand travail à faire sur l'expérience pour en faire une notion fondatrice ou pas, ça j'en sais rien aujourd'hui. Mais en tous les cas, il est clair que les phénomènes, autant que les discours, sont extrêmement agissants sur notre milieu. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en didactique professionnelle, on peut dire qu'une des questions initiales qu'on trouve dès la thèse de Pierre Pastré, c'est la question d'apprendre de l'expérience et apprendre par l'expérience, qui nous a rappelé hier, hein, en sachant qu'on avait aussi fait glisser, peut-être un peu de manière, sans le savoir, à la manière de John Dewey, apprendre des situations et apprendre par les situations. Et il me semble que la question d'apprendre de l'expérience et apprendre par l'expérience, qui était une des questions fondamentales de la didactique professionnelle, je crois, personnellement, j'ai essayé de la poser tout au long des travaux de recherche que j'ai conduits, et de la prendre comme une question, une interrogation dont les réponses me sont apparues de plus en plus difficiles au fil du temps. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas très facilement de réponse sur en quoi l'expérience produit de l'apprentissage ou produit du développement, et que les cas sont extrêmement diversifiés, très liés à des caractéristiques, des configurations de situations particulières. Et pour dire des choses dans ce domaine-là, ce ne sera pas l'essentiel de ce que je vais dire, mais par exemple, quand on parle du temps de l'expérience et du temps qu'il faut pour construire un certain nombre de choses qui feraient partie de la professionnalité ou des compétences des personnes, j'ai toujours été extrêmement saisi de l'immédiateté de l'appropriation de certaines parties du travail par des nouveaux. Et par exemple, puisque j'ai travaillé évidemment avec les réceptionnaires d'ateliers automobiles, puisque un certain nombre de gens le savent, dans les garages, j'ai été extrêmement frappé du fait que les nouveaux arrivants, jeunes lycéens de bac professionnel, en une journée s'appropriaient un certain nombre d'invariants opératoires des anciens qui, évidemment, à l'observation, malheureusement, ne sont pas toujours les plus efficaces pour traiter avec les clients, mais sont extrêmement puissants, extrêmement durables, ne sont pas nécessairement non conscients, et se réalise évidemment avec la fréquentation des anciens, même si les anciens ne leur disent pas explicitement que c'est comme ça qu'ils ont à penser ou qu'ils ont à réagir face aux clients. Évidemment, il y a des phénomènes de méfiance, de prise de distance corporelle, des manières d'agir et de parler avec les clients, des manières de s'en méfier, des manières de s'en défier, des manières de leur attribuer des qualités et surtout des défauts, qui font que, curieusement, au bout d'une journée, les stratégies complexes de traitement avec les clients ne sont certainement pas acquises, mais les grands invariants opératoires, du genre de ceux que j'avais sortis comme tous les clients sont des voleurs, sont construits au bout d'une journée. Et durs. Alors que dans d'autres situations, évidemment, on s'aperçoit de l'extrême difficulté et du temps nécessaire pour construire d'autres types d'invariants qui, à l'observation, ne seraient pas fondamentalement différents, si on voulait les exprimer, de ceux qui sont énoncés là. Ce que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est une partie de l'expérience, c'est une des natures de l'expérience, c'est la nature profondément historique, culturelle et sociale de l'expérience. Alors, pourquoi je l'ai réorienté comme ça aujourd'hui? C'est en écoutant un ensemble d'interventions d'hier et également à partir du constat d'une extrême difficulté que nous avons à considérer que l'expérience est d'abord vécue dans un monde profondément culturel, social, historique, dans le monde humain, comme a dit Pierre Rabardel hier, ou comme le dit Lucien Sèvres, et que les activités que nous menons
Elle se réalise avec le monde humain, dans le monde humain, mais aussi pour le monde humain. Et quand on dit pour le monde humain, c'est pas dans une acception idéale d'un monde formidable auquel on aurait, dans lequel on aurait à se glisser. Hein. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas un monde naturel, c'est un monde construit. C'est un monde construit pendant des millénaires, comme le disent ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Et c'est un monde dans lequel la culture est tellement transparente, elle est tellement présente à nous, on est tellement présent dans cette culture qu'on finit par oublier qu'on agit dans un monde culturel et que beaucoup de phénomènes sont naturalisés. C'est-à-dire que c'est tellement là qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'agir dans un monde construit, dans un monde culturel. Et il me semble qu'une partie des difficultés, des erreurs, des tâtonnements, des balbutiements, des confusions avec lesquelles on est aux prises en tant que chercheur ou en tant qu'intervenant dans les questions de formation et d'éducation, tient au fait qu'on ne prend pas en compte, alors c'est ce que je m'attribue en tous les cas, on ne prend pas en compte radicalement ces dimensions culturelles de l'expérience. Non seulement nous avons des expériences et nous faisons des expériences dans un monde humain, donc dans un monde culturel, mais en plus, ce que nous apprenons et ce que nous avons à apprendre, ce que nous avons à nous approprier fondamentalement, c'est bien ce monde culturel, mais c'est aussi pour ce monde culturel que nous apprenons. Et d'une certaine manière, le développement que nous pouvons avoir, il est déjà inscrit dans le monde. C'est aussi quelque chose qui est finalisé. Au sens où ce que nous devons acquérir ne trouve ses formes que dans les formes culturelles qui sont autour de nous. Alors il y a un exemple troublant qui est l'exemple de la validation des acquis de l'expérience, j'en parlerai pas plus aujourd'hui, et qui est absolument sensible de ce point de vue-là. L'expérience de la validation des acquis de l'expérience est fondamentalement une expérience culturelle. D'une certaine manière, il y a tout. Il y a tout parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des activités qui sont normées, des activités qui sont créées dans le cadre d'une loi, qui mettent en évidence fondamentalement des questions de justice et d'injustice, donc des questions de valeur, comme le disait Schwartz hier, qui sont fondamentalement guidées par des organisations de type bureaucratique, mais pas au sens péjoratif du bureaucratique, mais où les choses sont réglées, où elles sont documentées, les gens agissent sans cesse avec et sur des instruments, doivent s'approprier les instruments pour produire quelque chose, et ce qui est produit pour pouvoir être évalué et validé prend une forme culturelle particulière, même si chaque dossier de validation des acquis est spécifique. L'ensemble du dispositif est un dispositif aidé, à savoir qu'un grand nombre d'intervenants sont là pour aider les personnes à aller au bout, et c'est une expérience profondément culturelle. On a tout un ensemble d'autres expériences qui, a priori, sont moins culturelles, a priori seulement, parce qu'on a tendance parfois, il me semble, et on le voyait hier, à rêver d'un monde dans lequel l'individu serait tout seul avec les objets sur lesquels il a à agir et dont il recevrait d'une manière relativement passive les feedbacks. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises dans certaines interventions hier, des bonnes interventions par ailleurs, mais il est rare aujourd'hui dans les situations professionnelles, il n'existe pas, à mon avis, de situations professionnelles dans lesquelles quelqu'un se trouve à la fois au moment où il découvre cette situation et au moment où il agit dans cette situation, où il se trouverait exclusivement en relation avec des objets, où il se trouverait tout nu avec ses seuls instruments que seraient ses 5 sens, et encore on pourrait dire beaucoup de choses, mais précisément, comme le montre Vygotsky ou comme le montrent d'autres auteurs, l'activité avec le monde se réalise avec ces instruments, avec des instruments qui prolongent, qui remplacent, qui complètent, ou parfois qui inhibent et limitent l'activité que nous pourrions mener à travers ou par nos 5 sens. Et il me semble que l'intervention d'hier, qui portait sur cette question des sens et du corps, qui était soi-disant peu pris en compte par la recherche et par la didactique professionnelle, il me semble que ça relèverait d'un fantasme du corps pur,
que de penser que le corps agit sans les instruments, en dehors des instruments, en dehors des situations. Il me semble que dans un grand nombre de cas, une grande partie de nos perceptions, une grande partie de nos sensations et une grande partie de nos actions, et évidemment une grande partie de nos raisonnements, sont pris en charge de manière consciente et volontaire de notre part ou de manière peu consciente et souvent transparente par le milieu dans lequel nous agissons. On peut trouver ça dans de nombreuses situations professionnelles, dont la plus caractéristique pour moi, même si je ne m'en suis jamais systématiquement occupé, mais j'ai beaucoup entendu et beaucoup discuté avec beaucoup de collègues, est l'activité que mènent les jeunes enseignants et les premiers moments de la découverte qu'un enseignant fait de l'école. En fait, il ne fait pas la première découverte, mais c'est le métier dans lequel l'expérience des nouveaux est la plus forte, puisqu'ils en ont non seulement l'expérience en tant qu'élèves, occupant différentes positions tout au long de leur parcours scolaire, mais ils en ont une expérience culturelle à travers des films, des histoires, des récits, des dialogues, des discours politiques, des figures de l'enseignant qui sont extrêmement prégnantes. Ça, c'est un premier point qui montre que l'expérience a été culturelle et s'est réalisée dans une matrice culturelle, mais surtout que cette expérience est toujours active. Et deuxième point, qu'est-ce qui explique d'un seul coup que la plupart des jeunes enseignants se sentent d'une certaine manière, surtout s'il n'y avait pas d'élèves, en harmonie avec le milieu? Ils se sentent en harmonie avec le milieu au sens de John Dewey, c'est-à-dire en continuité avec ce milieu, tout simplement parce que les locaux, les odeurs, les espaces, les bruits, l'organisation des espaces, les déplacements, les comportements des autres, l'endroit où se mettent les uns et les autres, évoque irrésistiblement et immédiatement quelque chose de déjà connu. Et entrer dans la classe, c'est avoir un tableau, c'est avoir des chaises organisées d'une certaine manière, une place, des stylos, des crayons, du papier, des manuels, autant d'instruments qui sont déjà là pour soutenir l'activité, mais soutenir l'activité au sens également où elle amène, elle organise une large partie de l'activité, je dirais, à la place et pour les jeunes enseignants qui entrent dans ces classes. Et bon, je ne vais pas développer cet exemple de cette façon, mais je pense que ça vaut le coup de réfléchir à la manière dont les gens entrent dans les milieux professionnels, qui sont des milieux humains spécifiques à chaque fois, hein, mais qui sont porteurs d'un ensemble d'éléments qui supportent, portent, dirigent, orientent et organisent une part de l'activité. À ce titre-là, et ça mériterait un développement beaucoup plus long que je n'ai pas le temps de faire, je pense que nous avons intérêt à aller regarder de près le comment les organisateurs de l'activité sont aussi hors de nous et comment le processus d'appropriation ou de réappropriation de l'activité et des situations par, comme on l'a dit hier, des sujets agissants et des sujets qui seraient un peu moins portés par le monde, au sens où, quand ils sont portés, parfois ça les emporte là où ils ne veulent pas aller. Je crois que nous avons des progrès à faire dans les analyses du travail de ce point de vue-là. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui me semble. Quelques éléments assez essentiels hein, dans la vision culturelle des choses, c'est le fait qu'il est extrêmement rare également que les objets avec lesquels nous agissons et sur lesquels nous agissons et les situations, donc le cadre environnemental avec lequel nous sommes en relation, soit un monde sans humain. Et dire que c'est un monde sans humain ne signifie pas toujours qu'il y a quelqu'un qui est présent, mais quand on entre dans un milieu de travail, ce milieu de travail est organisé d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan topologique, sur les objets qui sont là, les murs. Mais les machines, quand on a affaire à des systèmes techniques, portent des noms, sont constellés de systèmes de signification qui préfigurent certaines manières d'agir, qui imposent certaines manières d'agir, et qui donc vont, comme le montre toujours très bien Pierre Rabardel dans sa théorie des instruments, montre à quel point à la fois nous avons à nous les approprier, c'est-à-dire à les faire nôtres, à leur donner des fonctions, à sélectionner ce que nous prenons et ce que nous ne prenons pas, mais les choses ne se font pas de manière exclusivement consciente, mais comment, évidemment, ces instruments orientent la manière dont nous-mêmes nous développons et de la manière dont nous construisons nos schèmes, nos modes de pensée, pour nous servir de ces instruments. Et dans l'activité, et c'est l'exemple de Princeps, un des exemples Princeps de la didactique professionnelle, qui est le concept de bourrage que beaucoup connaissent, que Pierre Pastré a développé,
est intéressant de ce point de vue-là, au sens où non seulement c'est un phénomène technique, mais c'est un phénomène socio-technique. Le bourrage, il est parlé dans l'atelier, comme le dit Pierre. Et les concepts, quelle que soit leur origine, scientifique ou plus ou moins scientifique, ou plus ou moins technique et technologique, circulent dans les mondes. Ils circulent dans les mondes, ils sont parlés, ils sont échangés, les concepts sont nommés d'une manière, nommés d'une autre, ils entrent dans des jeux de langage, et des démonstrations physiques. Les gens se tiennent d'une certaine manière par rapport aux objets et aux situations, et tout ça compose un monde dans lequel l'activité n'est pas l'activité avec l'objet, n'a pas l'activité avec les systèmes techniques, mais toujours, ou presque toujours, médiée par le monde humain. Alors il y a des travaux très intéressants sur les enfants, et notamment et qu'on retrouve dans les situations professionnelles, qui montrent que les objets ne sont pas découverts en soi et pour soi, exclusivement, et même assez rarement, et en tous les cas, c'est jamais le cas pour les adultes. Non seulement ces objets portent des propriétés culturelles, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils sont généralement rencontrés à travers l'activité des autres. C'est comment les autres s'en servent, qui nous les met à disposition, qui nous montre quelque chose, qui nous montre comment on s'en sert, mais même quand on ne nous montre pas de manière intentionnelle comment on s'en sert, il est clair que la façon dont les gens fréquentent les objets, fréquentent les systèmes techniques, fréquentent les situations, contribue très largement à nous mettre en relation avec ces objets. Ce qu'ils regardent, ce à quoi ils sont attentifs, ce qu'ils retiennent ou pas, ce qu'ils prennent ou non, ce qu'ils écartent, la manière dont ils sont en relation émotionnelle, physique avec ces objets, l'usage ou non de l'instrument pour réaliser telle tâche, le corps à corps à certains moments ou le corps aidé par l'instrument à d'autres moments. Tout ça, c'est aussi ce que nous avons à notre disposition quand nous découvrons l'activité et quand nous apprenons l'activité, et c'est profondément une partie de notre expérience et probablement l'essentiel de notre expérience culturelle. Et il me semble que, même si ce n'est pas une tendance générale, parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des chantiers assez différents tout au long de mon travail de chercheur, il me semble que ce qu'on observe plutôt, une tendance qu'on observe plutôt, c'est le fait qu'en situation, quand les gens découvrent les choses dans l'expérience, c'est-à-dire quand ils expériencient une situation, et peut-être pas quand ils l'expérimentent suffisamment, on pourrait dire qu'il y a une espèce d'étroitesse parfois de la situation. Il y a une étroitesse de la situation, non pas parce que les gens n'auraient pas bénéficié d'une formation, mais parce que les conditions sociales, historiques, culturelles sont insuffisamment riches pour pouvoir construire autre chose qu'une adaptation première où on a effectivement là, dans certains cas, l'impression que les personnes au travail manquent, sont trop seules, sont trop en dehors d'une culture pour pouvoir s'approprier de manière élargie les situations. Et on a des cas où précisément le risque physique, mais aussi le risque je ne sais plus comment il appelait ça, Pierre Abardel hier, psychosocial, c'est vrai que c'est une notion un peu curieuse puisqu'il y a beaucoup de diversité là-dedans, est précisément visible au moment où on s'aperçoit que les professionnels sont d'une certaine manière au corps à corps avec les événements, avec la situation, ou plutôt l'environnement dans lequel ils se trouvent, et où ils n'ont parfois plus que le corps pour réaliser la tâche ou se débrouiller de la tâche. Et je voudrais citer deux exemples dans des mondes très différents. Le premier, alors excusez-moi parce que je le répète souvent, mais il a été fondateur pour moi, c'est la pose de bordure de trottoir, où fondamentalement un apprentissage par expérience dans un monde peu aculturel ou peu culturel, hein, parce qu'il était quand même culturel évidemment, montre à quel point c'est le corps qui compense quand la situation n'est faite que, je dirais, du corps à corps avec la bordure de trottoir, qui est quand même un objet d'un certain poids, d'une certaine rugosité, difficile à saisir, difficile à tenir, et on voit comment c'est dans le corps à corps, et un corps à corps qui produit des troubles immédiats ou des troubles à long terme, que l'expérience s'est construite et que l'expérience a produit quelque chose. Et en revanche, on voit très bien comment, à un moment donné, faire vivre un autre type d'expérience à ces professionnels, à ces jeunes professionnels, et a produit non pas tant un développement de leur manière de faire qu'un développement de la situation, c'est-à-dire d'eux-mêmes avec le monde,
en particulier par l'appropriation de quelques instruments. Je renvoie au texte pour plus d'explications, mais également par l'appropriation du système d'implantation du chantier. À un moment donné, la situation n'est plus leur corps à corps avec la bordure immédiate, mais la situation est composée aussi des instruments extérieurs qui guident leur regard, qui guident leurs gestes, qui guident leur posture physique et qui, peu à peu, être appropriés par eux pour réaliser leur activité. Et à ce moment-là, l'ampleur même, l'ampleur topologique change, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus sur 2 mètres carrés, mais ils travaillent sur 10, 20, 30 mètres de distance en prenant en compte ce qui est à droite, à gauche, en prenant en compte des dimensions du monde. Et on a là un développement de la situation, à savoir un développement de la manière d'agir, des gestes, des bras, des yeux, ce que raconte Brunner à partir de Bacon et de Vygotsky. Qu'est-ce que sont les mains et les yeux des humains sans les instruments et sans les signes que la culture nous donne. Et donc ça, c'est le premier cas. Pardon. Et puis un deuxième cas qui se situe dans un tout autre monde, c'est à nouveau les réceptionnaires d'ateliers automobiles, puisque celui qui était le plus en souffrance, et je peux dire que quelqu'un qui reçoit des clients toute la journée au garage, il peut être fortement en souffrance, une souffrance profonde, visible, palpable, et qu'on peut décrire quand on l'observe, était faite exclusivement, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte tout au long de la journée, quelqu'un qui n'a plus d'autres armes pour discuter avec les clients que son propre corps et surtout sa propre crainte, ses propres émotions et sa propre situation, du genre à dire à chaque client qui passe excusez-moi, je n'y peux rien, je ne sais pas comment faire, moi-même je suis stressé, je suis énervé, etc. Et qui est la seule façon d'atténuer ce qu'il croit qui va être une situation d'affrontement. Et quand on est dans ce niveau-là, on est vraiment dans les questions de troubles psychosociaux et de souffrances psychosociales. Et précisément, ce qu'on voit, c'est comment son monde est réduit. Comment il n'utilise plus aucun des instruments que les autres utilisent pour mettre de la distance entre eux et les clients. Des instruments aussi simples que le bon de travaux, l'ordinateur sur lequel il y a le prix des pièces, sur lequel il y a le planning des travaux pour expliquer pourquoi il faudra attendre une journée, qui ne mobilise pas non plus son expérience de mécanicien pour justifier les travaux à faire ou pour justifier le délai, etc. Donc quelqu'un qui est démuni, et qui est démuni en termes des instruments qui l'entourent ou qui pourraient l'entourer pour pouvoir agir avec ses clients. Et comme un enseignant, cet homme, comme un enseignant dans l'idée qu'on en a, en tous les cas, et apparemment dans les manifestations qu'on en a, ne pense pas et ne souhaite jamais faire appel à ses collègues pour réduire l'angoisse qu'il peut avoir avec certains types de clients qu'il a catégorisés comme ceux qui pourraient, lui, être le plus désagréables à traiter. Donc je vais terminer là-dessus. Il y aurait bien d'autres choses, puisque ce qui m'intéresse surtout, c'est à la fois de discuter ça et puis d'éveiller notre attention, et surtout la mienne, à être extrêmement attentif à ces questions. Et puis je ne peux pas m'empêcher de terminer avec autre chose, mais c'est à peu près la même idée. C'est que je ne crois pas qu'il y ait différentes natures de l'expérience. Je ne pense qu'il y a des expériences, et que ces expériences, qu'elles soient en relation avec des objets dits naturels, qu'elles soient dans des mondes saturés de culture, comme le dit John Dewey, ou qu'elles soient scolaires, ou que ce soit des moments de débriefing, d'analyse réflexive, d'analyse de l'activité, ce sont toujours des expériences. Et il n'y a pas de différence de nature. Ce sont toujours la même nature de l'expérience qui se réalise. Et ça me paraît avoir à voir avec ce que je disais auparavant, parce qu'on finirait, et je crois que c'est une question qui nous interroge tous, on finirait par penser que les dispositifs que nous montons, et notamment les dispositifs qui sont les dispositifs d'analyse, de retour, de l'expérience, d'interprétation de l'expérience vécue ou de l'activité vécue, seraient d'une autre nature. Mais s'ils ne sont pas d'une autre nature, ça signifie que ces expériences-là, et les expériences que nous faisons de l'expérience, portent les mêmes caractéristiques que n'importe quelle expérience. Et par exemple, il me semble que nous avons fondamentalement, que souvent on observe l'oubli du fait que, par exemple, les débriefings,
les analyses réflexives ne sont jamais faites dans les mêmes conditions. On a tendance à oublier, par exemple, l'ensemble des propriétés des conversations, l'ensemble des propriétés du langage, qui agissent, orientent, conditionnent ce qui se produit au moment de cette analyse réflexive. On a tendance à ignorer que tout ça produit des formes sociales extrêmement différentes, et que donc les résultats qu'on peut obtenir avec les personnes et sur le développement des situations des personnes sont fonction de tout cet ensemble de choses. Le langage n'est pas transparent, c'est une chose toute bête, mais qui a été montrée depuis pas mal d'années, mais qui semble encore ignorée dans beaucoup de dispositifs, et que les jeux de langage, les manières de présenter les choses, l'organisation de la conversation, les places tenues dans la conversation, les statuts de chacun dans la conversation sont fondamentalement actifs dans ces moments d'analyse de l'expérience. Eh bien, je terminerai là. Désolé que c'est pas parce qu'Yves arrive, je suis même désolé qu'il arrive maintenant, mais voilà, je terminerai là parce que je crois que j'ai largement tenu mon temps et peut-être un peu dépassé. Merci.